Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas la vidéo principale que j'avais annoncée dont le titre était La pensée. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'hypersensibilité, de la surdouance, de la notion d'alpha et de bêta, et je terminerai par parler de l'amour de soi et de l'amour de l'environnement. Pourquoi l'amour de l'environnement et pas l'amour des autres? C'est un petit clin d'œil à Albert Einstein qui a dit l'environnement c'est tout ce qui n'est pas moi, et si on suit sa logique, le moi c'est tout ce qui n'est pas l'environnement, et ce sont des contraires complémentaires, mais ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet? Tout simplement parce que récemment une série est sortie en France et apparemment elle a eu beaucoup de succès, et j'ai trouvé ça très paradoxal parce que la notion de surdouance, comme elle est expliquée, serait assez rare dans la population, et comme c'est rare, il y aurait peu de gens concernés par le sujet et donc qui devraient s'y intéresser. Évidemment, si c'est diffusé sur une grande chaîne à une heure de grande écoute, bah il y a peut-être la curiosité qui a joué. Donc ça on peut le prendre comme hypothèse, mais en regardant les réseaux sociaux, il y a quand même la probabilité qui se prononce vers le fait que c'est un phénomène de mode et que c'est pas de la simple curiosité, qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés. Et le paradoxe de l'exception, parce qu'on dit que les surdoués sont exceptionnels, et pour ne pas paraître arrogant, en fait les gens qui se sentent concernés, ils vont dire ce n'est pas être plus intelligent de manière qualitative, mais c'est être intelligent différemment, ce qui ne veut absolument rien dire. Pourquoi on mettrait le mot sur devant doué alors? On dirait extra doué alors, ex-doué, on ne mettrait pas surdoué, parce que dans le préfixe sur, il y a une notion d'élévation. Donc ça aussi c'est paradoxal. Quand on dit haut potentiel, on dit pas exponentiel qui veut dire hors de, ou enfin voilà, on dit haut potentiel, c'est-à-dire encore une notion d'élévation, donc de supériorité. Donc c'est un genre de double discours. Et pourquoi il y a ce double discours? Tout simplement parce que cette mode de surdoué, c'est du bullshit. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est du bullshit, tout simplement. Parce que je pense que l'élite maîtrise l'art de la guerre et qu'elle utilise des techniques enseignées par cet art. Alors, Arès, c'est le dieu Mars, qui est le dieu de la guerre dans la mythologie. C'est pour ça qu'on dit art martial, c'est l'art de Mars. Et je vais faire une analogie avec la boxe, qui est un sport de combat. Je ne prends pas un sport tout court, je prends un sport de combat parce que effectivement je parle de l'art de la guerre. Et donc en fait dans la boxe vous avez un phénomène qui est le bluff. Vous pouvez déstabiliser votre adversaire par rapport au fait qu'il se surestime ou qu'il se sous-estime. Et je pense que cette mode de la surdouance, c'est la surestimation de l'individu, et c'est dangereux pour lui-même et pour les gens qui l'entourent. Parce que si vous avez une personne qui se croit arrivée, et c'est le cas de la surdouance, les gens qui se disent surdoués, ils sont dans une forme d'eugénisme intellectuel, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on est surdoué et qu'on meurt surdoué, ce qui sous-entend que des gens naissent cons et meurent cons. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est faux, voilà. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc j'en reviens à la boxe. Dans la boxe, vous devez vous connaître vous-même parce que vous avez des forces et des faiblesses, et votre ennemi va essayer de jouer sur vos faiblesses. Et ça c'est la jauge pour savoir où on se situe. Et si vous avez de la force, par exemple, vous avez entraîné votre force, vous avez de la force. Si votre ennemi arrive à vous faire croire que vous n'avez pas de force, vous n'allez pas essayer d'utiliser quelque chose que vous ne pensez pas posséder. Vous n'allez pas jouer sur la force si vous croyez que vous n'avez pas de force. Et donc ce manque de confiance va vous empêcher de prendre l'avantage. Donc ça c'est quand on se sous-estime. Si on pense qu'on n'a pas de vitesse et qu'on est lent, on va pas essayer de jouer sur le facteur vitesse puisqu'on se pense lent, on se croit lent. Donc ça donne l'avantage à l'ennemi d'avoir réussi à faire croire ça. Alors ça c'est quand on sous-estime. Mais je pense que quand on sous-estime, il y a quand même un mécanisme de défense qui est la peur, qui permet de quand même se défendre un minimum, qu'il n'y a pas quand on surestime, parce que quand on surestime, on vient sans garde sur le ring tout simplement. La personne croit qu'elle n'a pas de faille, et donc voilà, mais à ce moment-là, dans la biologie, il y a quand même pas mal de points faibles, et ça peut aller très vite, ça peut se terminer très vite. C'est ça qui est
qui est catastrophique dans la surestimation de l'individu. Et je pense que c'est ce phénomène-là qu'on est en train de voir se répandre dans la population. Donc ça, c'est pour la surdouance. Alors, j'en reviens au cerveau. Pour moi, le cerveau, c'est un muscle. Et c'est ça que je dis il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est faux qu'on est con, qu'on meurt con, et qu'on est intelligent, qu'on meurt intelligent. Je pense que l'intelligence, ça se travaille. Il y a différents domaines dans la vie. Donc le mot domaine, ça vient de domus, en latin. Et il y a le mot aussi dominus, qui est un mot voisin, qui veut dire le maître. Le dominus est le maître du domus, donc c'est le maître de maison. Et dans domus, il y a aussi la notion d'habitat, donc c'est le mécanisme autonome. Et le mécanisme autonome, il vient à force de répétition, donc de travail. Il n'y a pas de miracle. Donc pour maîtriser un domaine, il faut s'entraîner, il faut répéter. Et c'est ça en fait qui crée l'intelligence, je pense. Mais il y a une forme d'intelligence plurielle. Par exemple, si vous entraînez dans un domaine en particulier, vous allez vous améliorer dans ce domaine en particulier et développer une intelligence dans ce domaine en particulier. Et puis si vous faites pareil dans un autre domaine, ça sera similaire. Et ce qu'il y a de transcendant, pour moi, c'est la connexion entre des domaines divers dans lesquels on s'est amélioré. Donc d'abord, on a essayé de s'améliorer dans le domaine en question, puis on a essayé de s'améliorer dans un autre domaine, et puis on a fait un lien entre ces deux domaines. Et là, il y a une forme de transcendance qu'on peut appeler l'intelligence. Donc, par exemple, la réflexion, c'est un domaine en soi. La réflexion, faut commencer par se poser des questions simples, pas trop compliquées, parce que faut savoir y répondre pour ne pas se frustrer, être dégoûté et arrêter de penser. Donc, faut commencer petit à petit. C'est comme le sport. Le sport, si on commence à faire des efforts de fou la première fois qu'on en fait, on va être dégoûté, on va arrêter. D'ailleurs, les coachs qui font ça, c'est de la mauvaise pédagogie. Bien sûr, faut pousser l'individu à essayer de dépasser sa limite pour qu'il s'améliore, mais il faut pas le pousser à bout pour créer le dégoût par l'avarice, en fait. Parce qu'on a été trop avare à voir son amélioration. Donc il faut rester modéré soi-même pour avoir la vitesse de croisière évolutive convenable et pas se casser la gueule parce qu'on ne maîtrise pas sa vitesse. Donc ça, c'est pour l'intelligence, c'est un muscle. Et un muscle, ça se forge, et puis après, ça peut porter de la charge. Et on appelle ça la charge mentale, c'est-à-dire que les personnes qui se sont améliorées petit à petit peuvent porter des charges mentales plus lourdes. Et moi, je pense que la folie, en fait, finalement, c'est quand on veut porter une charge mentale qui est bien trop lourde pour sa capacité, alors on s'éclate. C'est que si on veut porter 120 kg développé couché, alors que c'est la première fois qu'on fait de la musculation, on va s'éclater le muscle. Il faut y aller étape par étape, comme les paliers de pression dans l'eau. Quand on remonte à la surface et qu'on a plongé, il faut respecter des paliers de pression parce que les particules sont plus serrées dans le milieu qu'est l'eau par rapport à l'air, où elles sont beaucoup plus disparates. Et donc la pression exercée par l'eau est plus forte sur le corps que la pression exercée par l'air. Donc quand vous remontez, il y a une forme de dépression. Et votre corps, il doit s'adapter. Donc ça fait partie de la survie, et ça je reviendrai dans la notion d'alpha et de bêta. Votre corps, il doit s'adapter, et quand vous êtes déstabilisé trop fort d'un coup, votre corps ne peut pas s'adapter. Et donc il subit la situation et il peut être vaincu tout simplement par l'environnement, donc qui est hostile à ce moment-là. Et donc il faut respecter des paliers de pression, et là le corps a le temps de s'habituer et on peut remonter. Et je pense que l'évolution, c'est pareil en fait. Donc voilà, pour moi c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à l'épigénétique. Ça veut dire que si vous êtes con actuellement, c'est pas foutu. On peut commencer à essayer d'être intelligent à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Et voilà, moi je tiens à dire personnellement que tous les jours, je suis con d'une certaine façon, parce qu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Parfois j'ai de la distraction alors au moment où je dois avoir de la concentration. Parfois j'ai de la concentration au moment où je dois avoir de la distraction. Ce qui n'est pas l'adaptation à la situation, donc ça rend
le phénomène con, donc ça me rend con par rapport à ce qui se passe. Et je pense que c'est le cas de tout le monde, donc faut recontextualiser par rapport à la réalité et pas partir dans l'éther qui est justement encore le monde imaginaire, qui est le monde de la mort, et donc on transporte la mort avec soi quand on transporte la psychorigidité éthérique qui dirait que on est intelligent toute sa vie, donc on est intelligent, on meurt intelligent, on est con et on meurt con. Et il y a des exemples très concrets dans la réalité. Si par exemple je suis soi-disant intelligent puis que je fais un accident de voiture et que j'ai un choc cérébral très puissant et que je perds la mémoire et que je ne sais plus mon prénom et que je ne sais plus rien sur rien, est-ce que je suis surdoué? Non. Pourtant peut-être que j'étais soi-disant surdoué avant l'accident, donc vous voyez bien qu'il y a un paradoxe là-dedans. Dans le fait qu'on est surdoué puis on meurt surdoué, il y a un problème. Et puis il y a, voilà, quand j'étais enfant, est-ce que j'avais le même savoir qu'aujourd'hui? Est-ce que je réfléchissais de la même façon quand j'étais enfant qu'aujourd'hui? Est-ce que j'avais les mêmes connaissances? Vous voyez bien que non. Quand vous étiez bébé, vous avez les mêmes connaissances qu'aujourd'hui? Non, donc il y a eu une évolution, il y a eu un travail qui a été fait. Et le cerveau des enfants, c'est de la plasticine. Et j'adore une phrase du rappeur Roth qui a dit « dur de redresser le fer forgé ». C'est-à-dire que quand vous avez créé une structure, c'est difficile de la changer. Quand vous partez d'un terrain vierge pour construire, bah, vous construisez. Mais par contre, si vous partez d'une maison qui est déjà construite et qu'il y a de la malfaçon, vous devez d'abord péter la première maison. Puis après, il y a des ruines et repartir des ruines pour refaire la maison que vous vouliez. Et ça, c'est le discours de la méthode selon Descartes par rapport au cerveau. Donc ça, c'est ça que je disais, qu'on était mal barré si on avait des croyances plutôt que des connaissances, parce que si on a le cerveau vierge, si on a un tout nouvel ordi, bah, il n'a pas encore de virus et de ça, donc il faut d'abord se débarrasser des virus avant de faire retendre l'ordi vers l'évolution. C'est comme quand on se trompe de chemin sur la route, il faut faire demi-tour jusqu'à un point où on a la connaissance de sa géographie pour pouvoir repartir sur le bon chemin. Et parfois il faut revenir très longtemps en arrière. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc c'est une bonne nouvelle pour les gens qui se croyaient cons, et c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui se croyaient arrivés et intelligents. D'ailleurs, Elon Musk a dit dans une de ses conférences, si vous croyez que vous êtes intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Il dit, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est un peu ce que j'explique, c'est quand tu te crois arrivé, t'arrêtes de courir. Mais si t'arrêtes de courir, t'arrêtes d'avancer. Et voilà, l'inertie, c'est mauvais dans la temporalité. Alors je vais expliquer pourquoi. Confucius a dit, c'est approximatif ce que je vais dire parce que j'ai rajouté une phrase dedans pour mettre les trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais c'est le message qui est important, c'est ça qu'il a voulu dire. Ce que tu entretiens aujourd'hui, tu le conserves demain. Si tu dépasses ta limite aujourd'hui, tu t'améliores demain. Et si tu ne fais rien aujourd'hui, tu perdras demain ce que tu avais aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Et donc si vous commencez à être inerte, si par exemple vous avez fait 3 jours d'effort et que vous faites 1 jour d'inertie, donc 3 jours d'entretien on va dire et 1 jour d'inertie, ben vous en revenez à 2 jours d'entretien. Donc vous voyez, c'est du plus et du moins mathématique. Et donc c'est important de se mettre en mouvement, même si c'est important aussi de se reposer, mais je veux dire pas trop quand même. Et donc oui, le cerveau a besoin de se reposer, mais après il faut le remettre en mouvement une fois qu'il a repris des forces. Et ça, c'est une notion que j'avais inventée, enfin un concept que j'avais inventé il y a un petit moment, mais je vais en reparler maintenant, c'est penser et se dépenser. Et ça rejoint en fait la phrase mens sana in corpore sano, la phrase latine qui dit un esprit sain dans un corps sain. Donc ça, c'est l'idéal de vie. Et donc penser avec un E et penser avec un A pour la panse, donc mettre des ressources dans son corps, un peu comme les chameaux, pour ne pas manquer, c'est une forme de sécurité. Et puis se dépenser avec un A pour se dépenser dans le sens transpirer, évacuer les toxines, etc. Et pareil pour le cerveau, se dépenser, c'est-à-dire évacuer la merde de son cerveau aussi. Et en fait,
dans le coaching actuel, c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai l'impression qu'on part dans des extrêmes et donc que ça ne va pas. Je fais une transition sur l'amour de soi et l'amour de l'environnement. Quand on parle d'amour de soi absolu, c'est comme si on était dans l'obésité morbide, et quand on parle d'amour de l'environnement absolu, c'est comme si on était dans l'anorexie morbide. Parce que si on est dans la religion de la collectivité, on va sacrifier son individualité pour le collectif. Sauf que le collectif ne peut exister sans la somme des individus. Donc si tu supprimes l'individu de l'équation, il y a la somme de rien. Donc la somme de rien, ça fait rien. Simplement. Donc il faut que l'individu existe pour qu'il y ait le collectif. Mais il faut que le collectif existe pour qu'il y ait l'individu, parce que l'individu est une particule dans l'objectivité plus grande qu'est le macrocosme, mais il est un macrocosme pour les particules. Donc les particules, la somme des particules crée l'individu. Et donc si on supprime le collectif, ça voudrait dire que l'individu se désintègre. Il se disperse, il devient du vent. Donc il faut le sens du collectif et le sens de l'individu, il faut le contenu, il faut le contenant, il faut la complémentarité des contraires. Et je pense que quand on essaye de supprimer un des deux facteurs, on n'arrive à rien, c'est stérile en fait. Donc pour moi c'est important de prendre en compte l'opinion, c'est-à-dire le ressenti de l'individu, parce que ça c'est la métaphysique, c'est ce qui permet de se poser des questions, parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne sait pas encore expliquer, et c'est ça aussi qui permet l'évolution. Si on ne se pose pas de questions, on n'essaye pas d'y répondre. On croit qu'on a déjà répondu à une question qu'on s'est mal posée, ou qu'on ne s'est pas posée du tout, donc on est dans une forme d'inertie mentale, et on a besoin de la physique aussi, qui est cette expérience dans la réalité qui nous renvoie à notre question et qui y répond finalement. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors je pense que je vais stopper la vidéo ici, parce qu'il y a la notion d'alpha et de bêta aussi, mais enfin quoique je vais en parler vite fait. La notion d'alpha, c'est selon Darwin, pas selon sa petite opinion personnelle, selon Darwin, la théorie de l'évolution, c'est une espèce qui sait s'adapter à son environnement. Et donc ça, j'en parlais de l'adaptation à l'environnement. Donc par exemple, les humains à la préhistoire, quand ils leur a draché sur la gueule, ils se sont dit, bon, il nous faut à toi, sinon on va crever d'une maladie. Quand il a fait très froid, ils se sont dit, bon, il nous faut du chauffage, parce que pareil, on va crever d'une maladie aussi. Et ainsi de suite, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des moyens par rapport à la nécessité. Mais si vous n'avez plus de notion de nécessité, comment voulez-vous créer un moyen par rapport à la nécessité? Et ça, c'est ce qu'on voit avec la télé-réalité. Dans la télé-réalité, on prône la compétition, le fait de rabaisser l'autre, comment dire, et donc cet esprit destructif qui va complètement dans le sens opposé de ce que serait la théorie de l'évolution, de la survie de l'espèce. Donc il y a ce premier facteur qui est l'adaptation à l'environnement, mais l'autre c'est l'environnement aussi, il fait partie du décor, donc il faut une adaptation à l'autre aussi, et ça on appelle ça l'intelligence sociale aussi. Alors il y a ce facteur là, et puis il y a aussi le fait de protéger l'espèce. Mais quand on dit protéger l'espèce, il faut protéger autant le collectif que l'individu en lui-même. Donc il faut protéger le devoir qu'on a envers l'autre, mais il faut aussi protéger le droit. Il faut protéger le droit et le devoir. Il ne faut pas encore une fois être dans une religion psychorigide, éthérique, qui vient du monde imaginaire. Parce que le monde imaginaire, c'est la mort. Et là, tout est éthérique. C'est pour ça que la temporalité n'est pas pareille dans la vie que dans la mort. Dans la mort, tout est éthérique. Et dans la vie, tout est séquence. Il y a cause, conséquence. Parce que le temps... c'est compliqué. Je ferai toute une vidéo sur le temps. Donc, je vais m'arrêter là avant de dire une connerie. Mais simplement, il faut comprendre ça. C'est éthérique et psychorigide dans la mort parce que c'est inerte. Tout est égal dans la mort, mais pas dans la vie. Et par rapport à ça, je voulais parler de la hiérarchie des opinions, parce que c'est très important aussi, peut-être pour terminer la vidéo. Il y a
nouvelle pensée qui dit que toutes les opinions se valent, et ça c'est quand on pense que le ressenti est un absolu, donc ça c'est quand on est dans la religion de l'individualisme, on dit toutes les opinions se valent. Je suis désolé, maintenant il y a une hiérarchie des opinions. Si une personne a une opinion, ça veut dire qu'elle a un point de vue, mais si vous développez de l'empathie et que vous savez vous mettre dans les chaussures d'une autre personne, ça vous fait, et que vous posez des questions comme si vous aviez traversé son histoire, donc vous vous mettez dans ses chaussures, et vous dites, si j'avais traversé ça, je serais comme ça, et si j'étais comme ça, pourquoi je ferais ce que je fais, et si je fais ce que je fais, ne pourrais-je pas faire autrement, pourquoi est-ce que je ne fais pas autrement, etc., etc. Et donc là, ça vous fait 2 points de vue. Mais si vous avez 2 points de vue, vous avez 2 fois plus de points de vue que celui qui n'a qu'un point de vue, et etc. Donc si vous développez votre pensée jusqu'à avoir la somme qui en arrive à 10 000 points de vue, vous avez une opinion 10 000 fois supérieure à l'opinion d'une personne qui n'a que son propre point de vue. Et c'est ça qui a une hiérarchie des opinions, et qu'on appelle l'objectivité. Vous pouvez pas dire que l'opinion d'un citoyen qui ne s'est pas posé de questions ou qui n'a pas travaillé du tout un domaine est égale à la pensée d'une personne qui a travaillé et encore travaillé dans ce domaine. Voilà, c'est pas pareil. Maintenant, il y a des histoires de corruption, voilà, des corruptions, des intérêts, etc., qui font que finalement ça annule le travail qui a été fait dans ce domaine, parce que ça fausse complètement le résultat dans l'application. Donc il n'y a pas d'adaptation au contexte, donc ça ne suit pas la théorie de l'évolution, donc c'est la destruction, etc., etc. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la notion d'alpha, parce que ça c'est par rapport aux relations entre les gens aussi. La pensée alpha, c'est essayer de protéger et d'amener vers l'avenir un maximum d'individus de l'espèce. Et donc les préoccupations de la pensée alpha, ce sont les grands enjeux. On a été endoctriné jeune aussi pour répondre à la loi de l'offre et la demande, et en fait il a bien fallu pour l'évolution transcender l'offre et la demande, parce que si vous offrez de la merde et que les gens demandent de la merde, c'est une machine à lessiver qui ne progresse pas. C'est une machine à lessiver de merde. Si les personnes demandent de la merde, pour vendre, il faut offrir de la merde. Et s'il n'y a que de la merde qui est offerte, ben, les gens ils vont acheter que de la merde. Et donc c'est une chaîne sans fin. Il faut qu'il y ait des résistants à cette loi de l'offre et la demande, qui disent, si on offre de la merde, ils disent, ah non, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas la masse, etc. Je refuse. Ou des gens qui persévèrent en essayant d'offrir quelque chose qui ne veut pas être acheté, mais qui va quand même permettre une évolution. Donc la loi de l'offre et la demande, elle a ses limites. Je trouve que c'est un mécanisme autonome qui n'a pas de cerveau. Il n'y a pas de direction vers le futur dans la loi de l'offre et la demande. Et c'est ça qui a l'endoctrinement inconscient, que moi j'appelle la deadline, qui est que on croit en fait que les gens qui ne nous donnent pas d'attention sont des alphas parce qu'ils sont intégrés dans la société, qu'ils ont des projets, qu'ils sont occupés, etc. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme businessman et businesswoman, parce que ça veut dire homme occupé, femme occupée. Busy en anglais ça veut dire occupé. Mais vous pouvez très bien, par exemple, si ton copain joue à la PlayStation et qu'il ne te donne pas d'attention, oui, il est occupé, mais est-ce qu'il a une pensée alpha? Est-ce qu'il a une valeur alpha? Est-ce que ça va permettre à l'espèce de survivre vers l'avenir? Est-ce que c'est un grand enjeu? Est-ce qu'il y a une adaptation à l'environnement de la planète, par exemple? Enfin, qu'est la planète, c'est-à-dire la situation écologique actuelle? Voilà, non, pas du tout. Donc vous voyez, c'est un piège, c'est notre inconscient en fait qui a été piégé par une croyance et qui se dit si je n'ai pas d'attention, ça veut dire que je suis nul. Et le monde d'aujourd'hui se construit comme ça. C'est-à-dire qu'on construit le monde sur l'attention plutôt que sur la qualité. Mais c'est la qualité qui a fait l'évolution, c'est pas du tout l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que je vais terminer ma vidéo sur ça, elle est déjà bien longue, 25 minutes. Mais voilà, une bonne nouvelle, dans la vie, il y a des domaines où on est tous cons,
enfin comment dire, pas où on est tous cons, mais il y a des domaines où on est con, il y a des domaines où on est intelligent, et tout ça, finalement c'est qu'une question de travail, d'entretien, etc. Donc laisser tomber ces idées de la surdouance, etc. Je sais bien que les coachs, les gourous, etc. vont pas faire demi-tour parce que ce serait trop une honte de se dire qu'on s'est trop trompé autant et qu'on a parlé de ça pendant autant de temps et puis venir dire du jour au lendemain que c'est faux et donc se prendre une volée de déception. Et voilà, si ces gens cherchent l'attention, bah, ils vont pas accepter du tout cette volée de déception en retour. Donc ils vont continuer à persévérer sur ces sujets. Mais voilà, moi je les comprends. C'est très dur d'encaisser une telle honte, mais moi je pense que c'est à vous vous détacher finalement de cette façon de voir. Simplement, une fois que vous avez pris connaissance de ce que serait l'intelligence, c'est-à-dire que ça se travaille, ça muscle, et voilà. Une fois qu'on a musclé son cerveau, on peut porter des charges un peu plus lourdes. Attention à ne pas tomber dans la folie, parce que la folie, c'est vouloir porter une charge trop lourde par rapport à sa capacité, et la connerie, c'est ne pas s'être entraîné, en fait. C'est comme si y avait un gars membré comme un bâton qui allait à la musculation pour la première fois, quoi. Donc voilà, ça c'est la connerie, en fait. C'est ne pas être capable de porter de charge mentale du tout. Ça, c'est être con, en fait. Voilà. Comme ça, vous voyez la différence. Bon, je vous laisse sur ça. Passez une bonne journée.